Merci pour l'invitation. Donc la mission que j'avais, c'était de parler de la question telle qu'elle est traitée en Belgique, mais je m'écarterai parfois un peu de la Belgique parce que je suis linguiste et que je parle aussi du fonctionnement de la langue. Donc voilà, le guide Inclure sans exclure, qui était une mission qu'on nous a confiée à Marie-Louise et à moi, de rédiger un ouvrage pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que nous avions été très longtemps au Conseil de la langue, qu'on avait participé à la mise en place d'un certain nombre de choses concernant la féminisation. On a été toutes les deux, à tour de rôle, présidente de la commission féminisation. Et donc voilà, ce guide, c'est une demande, et c'est nous qui l'avons écrit, mais derrière, il y a la pensée de tous mes collègues de cette commission féminisation, du président de l'époque du Conseil de la langue, c'était Jean-Marie Klinkenberg, le regretté Marc Wilmet, que vous connaissez peut-être comme grand grammairien, a participé à la réflexion qui mène à ce que nous avons écrit dans ce guide. Ça va si je me mets ici? Vous m'entendez quand même bien? Pardon, parce qu'on enregistre. Je peux rapprocher. En fait, j'ai une entorse du genou et c'est un peu... Si je dois... Ou si vous pouvez, je peux mettre ça, comme ça. Ouais, ça va là? Ouais. Non. Donc, le Féminiser vraiment pas sorcier, ça vous pouvez l'acheter parce que j'ai des droits d'auteur, c'est le premier dont vous parliez. Donc, c'est un ouvrage qui est un peu vieux, mais ce qui est dit est toujours d'actualité. Il n'est pas du tout question du volet dans ce livre Écriture inclusive, il paraît en 2008, mais il y est beaucoup question de féminisation lexicale et de nom d'agent. Et le guide qui est à gauche, c'est le dernier guide de féminisation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a paru en 2015. Alors on l'a fait paraître, on l'avait déjà écrit un peu avant. On espérait à cette époque-là qu'il y ait un nouveau décret qui n'a pas été publié. Le décret vient seulement d'être voté en 2021, mais donc le guide, c'est le dernier guide officiel. On vous en a pas envoyé ces guides-là? Voilà, soit. Alors, la question, elle m'intéresse depuis longtemps maintenant, parce que la question de la féminisation, c'est parce que c'est d'abord une question linguistique, c'est le volet, mais pas que évidemment, c'est une question de lexique, il est question, on vient d'en parler, de morphologie, c'est une question de syntaxe, quand on doit faire des accords, c'est aussi une question de discours, plus généralement. Il y a ce fameux exemple qu'a traité Marina Jagello de l'élargissement du capitaine Prieur, Dominique Prieur, le capitaine Prieur est enceinte, la ministre est enceinte aussi. Voilà, donc c'est aussi une question de discours, comment on fait les reprises pronominales, etc. C'est évidemment éminemment une question sociale. Quand ça a été mis, je vais y revenir avec un peu d'historique, sur le devant de la scène, d'abord par les féministes américaines, puis canadiennes, et puis que ça vient en Europe. La question, c'est une question sociale, c'est la visibilité des femmes dans un champ particulier qui est d'abord celui du monde du travail. C'est une question idéologique, ça ne vous aura pas échappé, et c'est aussi une question de politique linguistique, et donc prise en charge par le politique. C'est une question, et ça vaut pour le premier volet dont je vais parler, à savoir rien que la féminisation lexicale, et ça vaut évidemment aussi aujourd'hui pour ce qu'on appelle plus généralement l'écriture inclusive. Il y a des crispations, des prises de position. En 93, c'est la première fois que la Belgique a légiféré sur la question. Quand je dis Belgique, c'est Belgique francophone, évidemment. Ça va, je ne vais pas le redire chaque fois, mais c'est les francophones. Où on a dit qu'après la guerre du nénuphar, on assistait à la guerre de la cafetière. Alors, la guerre du nénuphar, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait référence. C'est écrire nénuphar tel que je l'ai écrit là, avec un F, c'est d'ailleurs ce que faisait Proust aussi, jusqu'à ce que l'Académie, dans son édition de 32, pense que ça venait du grec et introduisent un PH, et puis ça vient pas du grec en fait, donc le F était tout à fait correct, donc enfin, petite histoire de nénuphar, mais beaucoup d'opposition à ce nénuphar dont le PH devient F lors de la réforme de 1990, et donc la guerre de la cafetière, c'est la cafetière qui avait un peu cristallisé les oppositions, puisque ce que vous trouvez vraiment que c'est mettre les femmes, que c'est très valorisant pour une femme de l'appeler du nom d'un objet,
Personne ne s'offusque pour la cuisinière, qui est une femme et un objet, mais la cafetière avait attisé un certain nombre de crispations, alors que le mot n'était pas du tout neuf en plus. Donc aujourd'hui, alors le débat sur la féminisation lexicale s'était complètement apaisé. En 2014, enfin c'est 2015, mais quand paraît ce nouveau guide en Belgique, personne ne dit rien. Alors, je ne pense pas que c'est parce que les gens n'ont pas vu, mais je pense que c'est une question qui est vraiment, voilà, c'est normal de dire chirurgienne, c'est normal de dire administratrice, de dire avocate, et que c'est plutôt d'utiliser le masculin pour désigner une femme qui fait bizarre, en fait. Donc, il n'y a pas eu de débat lors de cette question-là, ce qui est revenu sur le devant de la scène avec l'écriture inclusive, où on revoit qu'on remet aussi en cause la féminisation lexicale, alors qu'on n'en parlait plus guère. Donc, je vais d'abord commencer par ce premier volet de la féminisation lexicale. Ce que j'entends par là, c'est le fait on est dans un contexte où on va parler d'une femme ou de plusieurs femmes. On n'est pas dans des contextes d'ensemble mixte. Et donc la question ici, c'est on parle d'une femme ou de plusieurs femmes, et donc on utilise un terme au féminin. C'est ça que tous les guides nous disent. Toutes les décisions politiques ont été prises, je vais revenir dessus. C'est ça qu'on dit en 93 en Belgique, c'est ça qu'en 98 on va dire aussi en Belgique avec femme j'écris ton nom. Voilà. Donc on dit une avocate, on dit les substitutes, on dit une experte immobilière, c'est ça qui est proposé de mettre au féminin. On dit l'écrivaine, même si ça sonne mal, je cite, et on dit Madame l'ambassadrice parce que c'est une femme qui exerce la fonction diplomatique et non Madame l'ambassadeur. Alors en 2004, j'ai écrit un article où j'appelais cette utilisation du Madame l'ambassadeur, enfin l'ambassadrice, ambassadeur, le féminin conjugal, puisque la réticence là, ça consistait à dire, les gens veulent pas, les femmes elles-mêmes ne veulent pas l'utiliser parce que l'ambassadrice, c'est celle qui apporte les Ferrero Rocher aux soirées de l'ambassadeur, c'est la femme d'eux, alors que la diplomate, elle, reste au masculin. Enfin voilà, j'ai choisi ces mots-là exprès parce qu'ils illustrent toute une série de réticences qui ça sonne mal, ou doyenne, ça va me vieillir. La première femme doyenne de la faculté de psychologie de l'université de Liège, grande socialiste, femme de gauche qui est devenue députée européenne, s'est fait appeler Madame Le Doyen parce que sinon elle prenait un coup de vieux en étant doyenne, alors qu'en étant doyen, c'est clair que c'est un mot qui rajeunit. Voilà, il y a des questions vraiment psychologiques qui sont un peu... Voilà la dernière. Alors l'entraîneuse, sous prétexte que ce serait péjoratif, alors que je ne sais pas qui utilise encore pour parler d'une femme qui entraîne les hommes à boire dans les bars, qui dit encore entraîneuse et pas plutôt comme Michael Young dans son célèbre clip C'est une pute. Voilà, enfin, toutes ces questions-là qui sont des réticences, qui sont encore parfois évoquées. Alors, cette question-là, qui est très morphologique et lexicale, elle est vraiment conforme au fonctionnement de la langue française, où à part quelques exceptions qui sont toujours les mêmes, puisqu'on dit une estafette pour un homme, etc., en général, le genre grammatical, en tout cas quand il y a alternance entre du masculin et du féminin, le genre grammatical correspond au sexe du référent. Je dis sexe, vous dites genre si vous voulez, mais comme ça me permet de garder genre pour la grammaire et sexe pour les individus, mais aux individus qui s'identifient comme des femmes, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Mais donc, voilà, à part, quand on dit personne, ça peut être des hommes et des femmes, quand on dit un individu, ça peut être un homme et une femme, mais quand il y a une alternance possible, qu'elle soit lexicale, du point de vue lexical, roi-reine ou morphologique, administrateur ou administratrice, on voit en général que ça correspond, sauf un certain nombre de termes qui étaient un peu réticents. Alors, donc c'est facile, on met la forme au féminin, ou bien, en tout cas, pour les mots épicènes, c'est pas compliqué non plus. Au minimum, il y a les déterminants au féminin, les adjectifs, enfin toute la détermination. Alors déjà en 1993, c'est la date du premier décret en Belgique. Je suis trop jeune, hein, je n'étais pas là je n'étais pas au Conseil de la langue en 1993, je suis beaucoup trop jeune. On préconisait de ne pas utiliser femme et puis le nom de profession au masculin, pardon. De ne pas dire une femme flic, une femme chirurgien, une femme médecin, etc. Ce qui était pourtant préconisé au Québec dans le premier avis qui avait été donné sur la féminisation. On disait, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez au moins dire femme flic.
Alors la question du madame ou mademoiselle, dont Pascal a parlé juste avant moi, donc en 1993, on dit déjà de préconiser, enfin d'utiliser dès que c'est ça qui est un peu compliqué. En tout cas, moi, à l'université, j'utilise madame pour payer mon assurance voiture. On me tartine toujours des courriers avec mademoiselle Dister. Je dois être encodée dans une case dont je n'ai pas eu de raison de changer, visiblement. Et donc voilà, ce madame ou mademoiselle, on l'a traité quand même assez tôt en Belgique. En France, il faut attendre un peu plus longtemps, je vais y revenir. Alors voilà, comme ça je cite Proust, parce qu'avec cette question du mademoiselle, c'est justement ça qui est un peu compliqué. Quand est-ce qu'on dit madame ou mademoiselle? Est-ce que c'est quand on est marié? Mais alors ça veut dire, voilà, c'est ça la question de la discrimination. Ça veut dire que je dois vous dire que je suis mariée. À un homme, on ne demande jamais s'il est marié. Alors, c'est très drôle de traiter cette question-là avec les étudiants, parce que quand je leur demande, et alors ils me disent, mais je dis pourquoi vous... Ils disent c'est une question d'être marié. Je dis pourquoi est-ce que vous m'appelez madame? Vous savez si je suis mariée? Non, mais c'est... Donc en fait c'est mon grand âge, c'est ça qui finalement apparaît. Mais non, madame, c'est pas votre âge, c'est une question de respect. Je dis, parce que vous respectez plus quelqu'un à qui vous dites madame que mademoiselle. Enfin, on voit toute la complexité qu'il y a à trouver la raison, à justifier la raison pour laquelle on dit madame ou mademoiselle. Alors la France, ça a été plus tardif. Il y a eu un mouvement pour combattre cette utilisation du mademoiselle qui s'appelait la case en trop, et des pétitions notamment du CNU, au Conseil national des universités. Et donc il y a une circulaire du Premier ministre qui date du 21 février 2012 qui demande qu'on supprime cette case mademoiselle de tous les formulaires administratifs en France. Alors voilà, tu as vu le mot, donc ça c'est à l'époque en France, tu as vu le mot mademoiselle va disparaître. Oui, on ne comprendra plus l'histoire du portier de l'Institut de beauté qui passe son temps à dire bonjour madame, au revoir mademoiselle. Alors, les interventions officielles, les Québécois sont pionniers. Souvent, on fait référence au Québec, notamment encore maintenant pour les formes en heureux. Ah, ça vient des Québécois, etc. Ce qui n'est pas faux, en fait. Donc, le Québec est le premier à légiférer sur la question avec un texte qui paraît en 1979 à la Gazette officielle et qui suit les recommandations de ce qui s'appelait à l'époque l'Office de la langue française, qui est devenu maintenant l'Office québécois de la langue française. Et donc ça, c'est la question, elle se pose avant au Québec parce que ça s'est posé de manière générale pour le Canada et donc la partie anglophone sous l'influence des États-Unis, de savoir comment on allait ne pas mettre tous les mots tout le temps au masculin. Et donc, il y en avait plein qui étaient déjà au féminin. On n'a pas attendu ça pour dire une institutrice et une infirmière, évidemment. C'est là où ça se pose, c'est plutôt pour les positions de prestige élevées, etc. Ou aux États-Unis, c'était facile. Ce qui les ennuyait, c'était les mots qui se terminaient en man, Sherman, enfin voilà. Et donc, avec une neutralisation de cette opposition qui était proposée, qui n'était pas possible pour le français. Et donc, la décision a été de dire, il faut féminiser les mots où ça reste au masculin. Donc, on a 79 au Québec, puis d'autres par la suite. 86 pour la France, alors peut-être que Bernard en parlera un peu, je ne sais pas, enfin, avec la circulaire Roudy qui va tomber complètement à l'eau. Enfin, il y a beaucoup de bruit autour de la mise en place de la commission, parce que les femmes, Maurice Druon était un grand féministe, et il avait dit que ces dames feraient mieux de se réunir pour boire le thé plutôt que pour discuter de questions de langue. Mais quand le texte paraît officiellement, c'est 2 ans plus tard, quand la France change de système et passe à ce qu'on appelle la cohabitation, donc il y avait d'autres chats à fouetter, donc il faut attendre 1998 pour que vraiment, c'est la date vraiment où les choses vont bouger en France. La Suisse, qui est un peu compliquée quand on vient de l'extérieur sur le fonctionnement. Donc d'abord le canton de Genève, puis le canton de Berne, puis le canton du Jura et encore d'autres décisions. Et donc en Belgique, c'est 93. Et en 93, on ne traite que cette question de la féminisation lexicale. Et il faut attendre 2021 pour avoir un nouveau décret qui va renforcer la féminisation lexicale, mais qui va aussi parler plus globalement de ce qu'on appelle l'écriture inclusive, j'y reviendrai. Alors il y avait 2 objectifs principaux. C'est qu'en 93, le champ d'application du décret, il n'était pas très bien défini et
La Belgique étant un pays un peu compliqué aussi du point de vue administratif, il y avait plein de gens qui ne se sentaient pas soumis au décret parce que les régions fonctionnent et ce n'est pas la communauté. La langue, c'est une compétence qui est communautaire et pas régionale, enfin bref. Et puis, donc voilà, se prononcer par rapport à l'écriture inclusive. Et donc, en 93, il y a donc un petit champ d'application, en tout cas pas de contrainte pour l'usager. La femme qui veut avoir sa plaque où il est écrit avocat, elle est évidemment bien libre de continuer à se faire appeler avocat. Et donc, mais aujourd'hui, il n'y a de toute façon toujours pas, même avec le nouveau décret, les citoyens sont libres de parler et d'écrire comme ils le veulent. Alors, la guerre de la cafetière, les passions se déchaînent, et on n'est pas encore dans les réseaux sociaux, c'est pas la même ampleur qu'aujourd'hui, mais elle se déchaîne et on voit que c'est pas fini. Donc j'aime bien cette citation du Figaro, enfin c'est un lecteur du Figaro sur le site du Figaro qui dit « Je ne paye pas religieusement mon abonnement au Figaro tous les mois pour y trouver des termes tels que agresseuse, chef. Contrairement à ce que dit un participant précédent, ce ne sont pas des fautes d'orthographe sans H. C'est pire, ce sont des barbarismes. Ces formes n'existent pas dans la langue française. Si nous voulions communier avec cette tendance féministo-ridicule, nous abonnerions à Libé. » Et j'aime bien cet exemple-là, notamment parce que j'ai une collègue, Itsuko Fujimura, qui a montré comment, en étudiant Libé et Le Figaro, quelles étaient les pratiques de féminisation. C'est un article assez vieux maintenant. Et elle montre aussi comment cette date de 1998 est une date charnière dans les pratiques de féminisation. Alors, à l'époque, j'aime aussi beaucoup ça, c'est pas très connu, mais on en parle dans le livre, c'est que quand on prend cette décision en 93 en Belgique, qui est un décret, l'Académie française ne reste pas insensible, puisque seule l'Académie est compétente. Aujourd'hui encore, pour tout, on dit qu'est-ce que l'Académie en pense. Et donc en Belgique, on dit aussi qu'est-ce que l'Académie en pense. On ignore qu'il y a un conseil de la langue, on ignore qu'il y a une Académie royale de langue et littérature française de Belgique, mais tout le monde sait qu'il y a l'Académie française. Alors je ne sais pas quel est le rapport des Suisses avec les instances officielles en matière de langue. Au Québec, c'est pas du tout comme ça. Je pense qu'au Québec, Marianne, tout le monde sait qu'il y a l'Office de la langue et c'est vraiment une institution qui est reconnue. En Belgique, on n'existe pas. Mais l'Académie existe et elle ne cesse de dire qu'elle existe, puisque Druon écrit au secrétaire royal de langue et littérature française de Belgique, et il dit « Monsieur le secrétaire, perpétuel cher collègue, l'attention de l'Académie française vient d'être attirée par un correspondant bruxellois sur un décret en date du 21 juin 1993, relatif à la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres. Nous avons d'ailleurs pu relever récemment dans un compte-rendu du correspondant du Monde à Bruxelles l'expression « la juge ». L'Académie française considère que cette féminisation est abusive et choquante. L'Académie française regrette que le décret pris par le Conseil de la communauté française de Belgique jette ainsi la confusion dans la langue et dans l'usage. Elle m'a demandé de vous en faire part et serait très reconnaissante à l'Académie royale de langue et littérature française si elle estimait qu'il convient de s'élever contre cette mesure. Le sang du secrétaire perpétuel de l'époque, Jean Tordeur, n'a fait qu'un tour et il répond à Druon. Monsieur le secrétaire perpétuel, cher confrère, je m'apprêtais à vous écrire lorsqu'il est apparu que la lettre personnelle que vous m'avez adressée avait pris un caractère public par la révélation de Satner en première page de la Libre Belgique, du grand journal belge. J'ai été surpris, mais d'apprendre à l'instant par le dit journal que l'information lui a été transmise sous pli de l'Académie française me stupéfie et, pour reprendre votre terme, me choque gravement. Vous ne vous étonnerez pas dès lors que je donne moi aussi un tour public à ma réponse. Donc non seulement on se fait engueuler, mais on se fait engueuler publiquement puisqu'il y a copie pour le faire savoir. Et donc, au moment où notre Académie s'apprête à fêter l'an prochain le 75e anniversaire de sa fondation, nous tenons à rappeler qu'elle s'est toujours comportée en gardienne vigilante de la langue française, mais aussi de son évolution, et qu'elle a toujours compté en son sein des grammairiens dont la compétence fut et demeure universellement reconnue, assiégé jusqu'à sa mort en 2019, André Gauss, qui donc fait le bon usage. Donc nous, on a des grammairiens à l'Académie.
Donc voilà, mais à part ce petit épisode, ça passe quand même plutôt bien en Belgique. Et donc avec Marie-Louise Moreau, ma collègue, nous nous sommes intéressés parce que moi, ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement de la langue, mais c'est pas le fonctionnement de c'est la langue, le système de la langue, mais c'est aussi l'usage de la langue et comment elle est utilisée. Et donc, il y avait cette question. C'est ce que dit le lecteur du Figaro. Hein. Si je voulais communier avec ça, je m'abonne à Libé. Et donc, on avait ce sentiment qu'on lisait un peu partout, c'était vraiment une question d'idéologie, on le savait. Et on a voulu le mesurer. Et on s'est dit, on va le mesurer dans les partis politiques. S'il y a bien d'idéologie, si des gens militent avec des partis que l'analyse politique nous classe à gauche et à droite, on va aborder la question sous cet angle-là. Et donc, on a regardé comment ça se passait lors des élections. Je vais aller un peu plus vite. Et donc, voilà, ça, on l'a refait parce qu'en 2019, il y avait des élections européennes. Donc, moi, j'aime bien Béatrice. Parce que, enfin, je l'aime bien parce qu'elle est intéressante, mais c'est quand même la seule qui fait ça. Donc, enfin, c'est pas la seule. Donc, elle est artisan plombier. Donc ça, c'est un mot qu'on classe en masculin. Elle est professeure. On ne peut rien dire puisque professeur, ça, sans le E, c'est aussi toujours un féminin. On n'est pas obligé de mettre un E pour que ce soit féminin. Mais elle nous dit « Je suis devenue plombier, l'amoureuse de la langue française tient au neutre et non au masculin de cette fonction. » Mais en général, les femmes qui remplissent leur petite case sur le site internet, elles donnent leur nom de profession ou de fonction ou le grade qu'elles ont avec leurs études, etc., sans avoir une réflexion sur la langue. C'est la seule qu'on a trouvée parmi toutes les candidates qu'on a analysées. Donc, quand on a commencé à faire ce travail-là, on l'a fait, on était en 2004, et on est revenu à des données de 89, des prospectus électoraux, etc., et dans tout ce qu'on a dépouillé, alors en tout, ça fait quand même 8236 termes sur 3 campagnes électorales qu'on a classées. Donc, on aime bien avoir des données qui ne sont pas que des intuitions et des je pense que, il me semble que. Donc voilà, c'est comme des données qui veulent dire quelque chose. Et ce que je voudrais vous dire aussi, ce n'est pas que des données qui utilisent des termes du domaine politique. Vous avez vu, la candidate, elle est artisan, professeur, les femmes, elles déclinent ce qu'elles sont. Et donc, sur ces termes-là, on voit qu'en Belgique, on a 62% de féminins. Donc, les femmes, quand elles parlent d'elles-mêmes, qu'elles se décrivent, il n'y a que dans 62% des termes qu'on a relevés qui sont des féminins, les autres sont utilisés au masculin. Par exemple, en Belgique et en France aussi, en 89, toutes les femmes, elles sont sénateurs au masculin. Il n'y a pas une, quel que soit le parti, quel que soit le pays, qui disent qu'elle est sénatrice, elles sont sénateurs. Il y a une belle évolution, ça c'est l'année où on l'a fait, en 2004, et là il y avait des sites internet qu'on a dépouillés, et voilà, c'est assez spectaculaire quand même comme évolution, ça tout le monde le souligne, Bernard l'a souligné, nous aussi dans nos publications, ben voilà, 92% en Belgique, et la France qui reste encore un peu en retrait, et lors des dernières élections européennes de 2019, on a parmi les termes, alors on a encore des réticences, vous voyez, tout n'est pas féminisé, mais quand même 97% en Belgique et 95% de féminin en France, plus de 95%. Donc voilà, belle progression sur cette question de la féminisation lexicale. Et donc ça marche bien, il y a toute une série quand même de conditions qui sont favorables à ce changement. Ça correspond à la morphologie du français et c'est un exercice que je fais quand on a le temps, c'est vraiment bien, c'est que je donne des mots masculins, des mots qui sont masculins, et je demande de les féminiser, de trouver la forme qui serait la forme féminine, et on peut faire ça avec des enfants très petits. J'ai fait des tests à l'école primaire, mais je fais ça aussi avec mes étudiants avant de commencer les cours. Et je choisis des termes dont je sais qui sont encore aujourd'hui un peu plus compliqués à féminiser. Par exemple, je pense qu'un terme comme agent, que ce soit agent de police ou agent de star, je ne sais pas si vous avez regardé la série 10%, agent, même dans 10%, par exemple, elles sont des femmes, tout est au féminin, agent est aussi au féminin, mais garde ça. Pour moi, il est en train de devenir épicène dans son utilisation. Donc, elles disent toutes, je suis une agent. Les adjectifs sont au féminin, mais il n'y aura pas agente. Alors, c'est marrant parce que je mets agent de police et les petits mettent policière. Donc, ce qui est bien, le fait que agent ou agent immobilier, c'est un peu compliqué, etc. Alors, dans la liste, ça commence à dater, mais il y avait soldat. Je sais que soldat,
Alors, c'est des questions d'évolution. Aujourd'hui, soldate, c'est pas compliqué, mais il y a eu une soldate très connue dans la prison d'Abu Ghraib, là, qui avait tenu des mecs en laisse. Donc, quand on a commencé à parler, il y en a une qu'on a aussi sauvée. Il y a eu une grosse mission des États-Unis en Afghanistan. Elle était prisonnière, on l'a enlevée. Donc voilà, la presse commence à en parler. Au début, on a soldat, et puis on voit que soldat s'impose. Enfin, bref, je reviens à ça. Je donne des mots pour lesquels je sais qu'il y a des difficultés, et puis je donne des mots que les gens ne connaissent pas, ils osent pas, mes étudiants n'osent pas le dire, en tout cas, qu'ils ne connaissent pas ces noms-là, mais ils ne les connaissent pas parce que je les ai inventés. Et je les ai inventés en donnant une finale masculine qui correspond aux autres pour lesquels il y a des difficultés. Et donc, expert immobilier, c'est difficile, expert immobilier. Enfin, c'est difficile, moi je ne trouve pas que c'est difficile, mais pour les gens, il y a des réticences. Et mirapère, qui ne connaissent pas, il n'y a pas de problème à faire miraperte, parce que comme expert et experte, il n'y a qu'un E à ajouter. Donc tout ça pour vous dire que toutes les réticences qui sont liées en tout cas à la féminisation lexicale, elles ne sont pas liées à la morphologie de la langue. Elles sont ailleurs, elles sont dans ça sonne mal, je ne suis pas habituée, j'aime pas, je trouve que c'est péjoratif, mais ce n'est pas la morphologie de la langue qui empêche de créer des féminins. Les usages, ça aussi, ils sont identiques à l'oral et à l'écrit, c'est exactement la même chose. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre volet de l'écriture inclusive. Ça a été soutenu par tous les organismes officiels en matière de langue dans la francophonie nord, ça a été encadré par des décisions politiques, ça a été suivi par la publication de guides, de listes qui permettaient de guider les usagers, et il y a une très bonne intégration dans les médias, vraiment, les médias qui se sont emparés de la question, qui ont devancé souvent, etc. Et pour la France aussi de personnalités politiques qui ont, c'est le cas en 98 dans le gouvernement Jospin, les femmes, elles ont exigé qu'on les appelle Madame la ministre. À l'Assemblée, quand il y a une présidente, elle dit « vous allez m'appeler Madame la présidente », il y a un exemple assez célèbre où des intervenants l'appelaient toujours Madame le président, et elle dit « je veux Madame la présidente », etc. Alors, les formulations à caractère sexiste, c'est un autre volet qui relève de l'inclusion et de la disparition d'une forme de sexisme qui peut se manifester à travers la langue. Alors voilà, le panier de la ménagère, un indice socio-économique, je ne sais pas si vous l'utilisez en Suisse, le panier de la ménagère, voilà, le panier du ménage, ça correspond mieux. En bon père de famille, en personne responsable, en bon père de famille, c'est vraiment, nous en Belgique, on ne pouvait pas changer les textes, j'ai déjà demandé que des textes soient changés et qu'on utilise une autre formulation, mais c'est une formule juridique, ça veut dire quelque chose, ça implique quelque chose en bon père de famille. Alors, les hommes politiques, les politiques, les droits humains, je pense que la chancellerie suisse, elle préconise plutôt les droits de la personne. Voilà. Alors, en bon père de famille, voilà. C'est pas moi, mais c'est pas moi toute seule en rouspétant, mais je pense qu'il y a quand même une conscientisation et donc ça va disparaître des textes législatifs en Belgique. Alors, une formule qui est beaucoup critiquée et à juste titre, comme type d'expression un peu sexiste, et Pascal l'a présentée dans une illustration, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez appris la règle de grammaire. C'est comme ça que je l'ai apprise, c'est pas comme ça que je l'enseigne. Donc, l'idée, c'est que quand on a des donneurs de genres différents, l'accord se fait au masculin. Pierre et Elisa sont contents, les fauteuils et les chaises verts. Alors, la formulation, je mets navrante à défaut de... Enfin, vous mettez tous les mots que vous voulez, ça ne va pas comme formulation, et ça ne va pas parce que ça permet des transpositions en dehors du cadre scolaire. L'illustration, tout à l'heure, c'est vraiment ça qu'elle montre, quoi. Les garçons plus forts que les filles, voilà. Alors, André Chervel, que j'aime beaucoup, un vieux monsieur maintenant, spécialiste de l'histoire des grammaires scolaires, a écrit un article où il dit qu'elle a surtout cette particularité d'être absente de la plupart des ouvrages de grammaire française, depuis les manuels scolaires jusqu'aux traités les plus savants. Et donc, c'est comme ça qu'elle est apprise dans les classes, si vous voulez, oralement. C'est comme ça qu'on nous apprend la règle, mais c'est pas comme ça qu'elle est écrite. Si vous voulez. Donc en fait, suite à ça, quand on
on s'est mis à réaliser que ça n'allait pas de formuler comme ça, il y a eu une contestation plus générale de la règle, je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi, il y a une contestation plus générale de la règle au motif qu'elle serait machiste et que la langue serait sexiste. Si on dit, donc la règle ne va pas, le masculin l'emporte sur le féminin, ça ne va pas, et donc ce qu'on a contesté, c'est la règle, c'est sexiste de faire des accords au masculin, c'est machiste, c'est le patriarcat, etc. Et donc, il y a des propositions qui veulent revenir à ce qu'on appelle l'accord de proximité. J'imagine que vous en avez, enfin, j'imagine, j'en sais rien, si vous en avez entendu parler. Donc, Pierre et Elisa sont contentes, on accorde avec le plus proche, Elisa. Les fauteuils et les chaises vertes, et on accorde avec verte. Alors, j'attire quand même votre attention que on préconise dans cet accord de proximité, pas contente sans S. Voilà. Est-ce qu'on irait jusqu'à écrire Pierre et Elisa sont contentes? Le son, il va rester, c'est du pluriel. Est-ce qu'on met un S à contente ou pas? Et donc, en tout cas, il y a tout un discours sur l'accord de proximité. Alors, je pourrais vous citer un certain nombre de choses qui sont un peu quand même du révisionnisme de l'histoire de la langue. Et donc, Marie-Louise Moreau a écrit un article que je vous recommande vraiment en 2019, dont le titre est « L'accord de proximité dans l'écriture inclusive, peut-on utiliser n'importe quel argument ?» Et donc, parce que ce qu'on entend, c'est on faisait cet accord-là avant, c'était l'accord qui était en vigueur dans l'ancienne langue, les grammairiens machistes du XVIIe ont imposé une règle visant à imposer du masculin. Et donc Marie-Louise a fait une étude un peu systématique de dépouillement des textes qui sont à notre disposition, et elle dit qu'il faut absolument, vous allez voir, séparer deux cas. Le cas où on a un accord dans le groupe nominal, les fauteuils et les chaises vertes, ou les fauteuils et les chaises vertes, et le cas où l'adjectif est en position attribut, donc où il y a un être. Et donc quand elle fait son dépouillement, ce qu'elle voit, c'est qu'il y a donc dans des textes du XIVe et du XVe siècle, avant qu'il y ait des grammairiens, il y a de la variation assurément. Donc, mais personne n'avait jamais dit dans les historiens de la langue ou les historiens de la grammaire qu'il n'y avait pas de variation. Donc cet accord de proximité a existé, mais il est minoritaire, dans les textes en tout cas qui nous sont parvenus, on ne sait pas comment les gens parlaient. Il est minoritaire et il se fait à 55% masculin dans le groupe nominal, mais à 76%, donc quand même 3 accords sur 4, au masculin en position attribut. Donc on a en général Pierre et Elisa sont contents plutôt que Pierre et Elisa sont contentes. Et elle a évidemment enlevé des données, les cas où c'était Elisa et Pierre sont, qui ça était toujours au masculin, puisque la proximité. Donc l'accord de proximité, il existe en moyen français, mais il est minoritaire. Il existe, et cet accord, donc il est minoritaire, et l'accord au masculin, il est majoritaire avant qu'il y ait des grammairiens. Donc pour information ou rappel, la première grammaire française, elle date de 1530. Et donc les grammairiens, quand ils vont écrire des ouvrages de grammaire, ce qui est souvent des commandes, enfin pas tout le temps, mais enfin, ils écrivent des ouvrages, ils ne vont pas imposer quelque chose qui serait une norme nouvelle, si vous voulez. Parce que moi, c'est quand même ce que j'entends. On faisait l'accord de proximité avant, il y a eu des grammaires et ils ont imposé le masculin. Et donc, ce n'est pas une nouvelle norme, et c'est des gens qui vont décrire ce qu'ils observent. Et ils proposent, et c'est ce que Vosges l'a fait par exemple, ils ne proposent pas une règle, mais ils proposent 2 règles. Et qui n'est pas tout à fait, il dit, voilà, il observe comment ça se passe, et puis il dit, il y a du féminin là, il y a du masculin là, puis il dit, ce serait, voilà. Et donc, je vous conseille un livre qui n'est pas du tout connu. En fait, enfin, je suis un peu tombée dessus par hasard, parce que peut-être c'est une petite maison d'édition qui s'appelle On verra bien et qui n'a pas été très bien distribuée, mais Gilles Magnon, dans ce texte qui s'appelle Guerre civile des Français sur le genre, revient sur cette question du pouvoir qu'on attribue aujourd'hui aux grammairiens, en disant, ben, en fait, c'est ce qu'on nous cite toujours, c'est le genre le plus noble, et puis le pauvre abbé Bourg qui est recité, mais en sortant 3 lignes de gens qui ont écrit des milliers de pages. Alors, c'est pas la même époque, on est à une autre époque, mais ce qu'on sort pour justifier un certain nombre de choses aujourd'hui,
c'est quand même très minoritaire par rapport à tout ce qui était écrit sur la langue et sur la manière dont c'est formulé. Et par ailleurs, avec cette histoire de genre le plus noble, les grammairiens disent aussi que, par exemple, la première personne est plus noble que la deuxième personne, si vous voulez. Pour dire, quand je dis toi et moi, le fait que toi et moi nous irons, c'est parce que la première personne est plus noble que la deuxième, qu'on utilise le nous et pas toi et moi, ou un vous, par exemple. Donc voilà. Donc il faut... enfin, voilà, c'est un peu plus nuancé que la manière dont on présente les choses sur cet accord de proximité. Et puis par ailleurs, il y a une deuxième question qu'on pose, c'est quelle est la pertinence de cet argument historique, si vous voulez. Est-ce que les pratiques linguistiques d'avant le XVIIe, où il y avait de l'accord de proximité, elles sont plus légitimes que les pratiques qui se sont imposées après? Est-ce qu'on veut revenir à la langue d'avant les grammairiens? Voilà. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait de la variation, comme ça ne me gêne pas qu'il y ait de la variation orthographique, mais ce n'est pas le discours de la variation qui est là, c'est on devrait revenir à ça avant que des grammairiens machistes imposent quelque chose. Et c'est par ailleurs donner un grand pouvoir aussi à ces pauvres grammairiens, parce que si les grammairiens avaient beaucoup de pouvoir, on accorderait tous très bien nos participes passés avec avoir quand le CDV précède. Et je voudrais dire que si les grammairiens voulaient vraiment une domination du masculin, ils n'auraient pas fait une règle où l'accord du participe passé peut rester variable. Ils auraient dit gardons le masculin dans tous les cas. Donc voilà, un peu plus de réflexion sur le prétendu pouvoir des grammairiens, ce qu'ils ont écrit. Alors, je pense qu'il y a aussi une confusion. Donc, quand les gens remettent en cause cette règle de l'accord au masculin, il ne faut pas confondre ce qu'est la formulation de la règle, le masculin l'emporte, et ce qu'est la règle au sens d'algorithme, si vous voulez. Et donc, si j'ai, par exemple, prenons un exemple qui n'a rien à voir, AA44, FF77, PP22, je pourrais dire que les caractères littéraires ont la préséance sur les caractères scientifiques et occupent la première place. Je pourrais expliquer la règle comme ça. Je pourrais dire que les littéraires sont plus importants et sont donc naturellement placés avant les scientifiques. Je pourrais formuler ça comme ça. Et puis je pourrais dire que les séquences se composent de 2 lettres suivies de 2 chiffres. Si vous voulez, c'est une des 3 manières différentes de décrire ce qu'est la régularité que je vois au-dessus. Alors il y en a une, et la dernière, elle me convient mieux, parce que c'est une description qui neutralise ce que dans 1 et 2, je fais en disant que les littéraires sont plus forts que les scientifiques, les garçons sont plus forts que les filles, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc, ce qu'il faut assurément faire, c'est utiliser une formule qui est plus descriptive. Et donc moi, je n'ai jamais enseigné l'accord, le masculin l'emporte, mais l'accord se fait au masculin. Et donc, on est tous d'accord qu'il faut revoir les discours qui participent à une représentation de la langue vue comme sexiste, mais ce n'est pas pour ça que la langue est sexiste. Je peux tenir des propos racistes, je ne vais pas dire que ma langue est raciste parce que je tiens des propos racistes. Parce que le panier de la ménagère est une formulation sexiste, ce n'est pas pour ça que la langue française intrinsèquement est sexiste. Et par ailleurs, cette règle du masculin, c'est une bonne règle, je ne peux pas le dire autrement, pour moi c'est une bonne règle, pour plein de gens, parce que c'est une règle, si vous avez lu Martinet, qui participe de l'économie du langage. Et donc l'économie du langage, c'est quand même un principe fondateur de l'évolution des langues et de l'utilisation de la langue, et que les enfants, ils n'attendent pas d'être à l'école pour dire mon papa et ma maman, ils sont contents de moi. Et que des locuteurs peu scolarisés, etc., ne vont pas mettre des L pour des reprises pronominales ou pour des accords. L'accord, il ne va pas se faire dans le sens du féminin, qui est le genre qui est marqué, etc., mais dans le sens du masculin. Et on n'a pas Pierre et Lola sont amoureuses. On n'a pas, quand les gens ont une mauvaise maîtrise de la langue ou peu scolarisés, on n'a pas ce féminin-là parce que ça participe vraiment de l'économie du langage. Donc, en tout cas, ne plus utiliser le masculin l'emporte, mais voilà, il ne faut pas confondre formulation de la règle et ce que c'est une régularité dans la langue. Et vous pouvez avoir si vous voulez, une activité militante qui ferait que vous mettez du féminin. Mais si vous voulez, c'est du militantisme, c'est pas du fonctionnement de la langue. Donc, j'essaye de distinguer ce qu'est l'idéologie et ce qu'est la manière dont ça fonctionne. Alors, ceci. Donc, l'académie.
l'écriture inclusive est un péril mortel, puisqu'il ne rate jamais une occasion de se faire remarquer, qui était intervenu un peu après la publication de ce manuel scolaire qui utilisait l'écriture inclusive. Donc le manuel, il paraît en mars, mais à la rentrée scolaire 2017, ça fait un peu de bruit. Les agriculteurs, point RIS au fil du temps. Voilà, donc c'est un manuel scolaire destiné à des enfants de 10 ans. Et donc, voilà, donc grand tollé en France. Et nous, au Conseil de la langue, on a remis un avis sur l'écriture inclusive. Alors la date est un peu trompeuse de l'extérieur parce que ça pourrait faire croire qu'on réagit aussi à cette question-là, alors que le texte était en préparation depuis longtemps. Et donc, où la ministre avait demandé un avis sur cette question de l'écriture dite inclusive. Et donc, on n'est pas un conseil qu'on peut taxer de gens de droite, de gens pas soucieux, de gens vivant dans des sphères détachées de ce que c'est la réalité. On a notamment des commissions qui sont des commissions lisibilité du texte, d'accessible des documents administratifs aux citoyens, etc. Et donc, je vais alors juste arriver à la fin. Le Conseil de la langue française et de la politique linguistique partage les objectifs des partisans de l'écriture inclusive. Promouvoir la visibilité des femmes. Il souligne cependant que les moyens mis en œuvre pour servir cet objectif peuvent compromettre un autre objectif aussi démocratique, celui de produire des textes clairs, accessibles au plus grand nombre. Donc ça, c'est l'avis qu'on avait rendu et qui concerne notamment les processus abréviatifs. Et donc, on avait comme mission d'écrire ce guide de rédaction inclusive. Et ce qu'on préconise dans les conseils, c'est, puisque c'est ça, c'était la mission qu'on avait, d'utiliser toujours des noms féminins pour renvoyer à une ou à des femmes. Ça, c'est vraiment le truc auquel on ne doit pas déroger et qu'on traitait depuis 1993. De ne pas essayer à tout prix d'éviter, ne pas vouloir à tout prix éviter les noms masculins, et on développe ça assez abondamment. De ne pas recourir au doublet abrégé. De manière générale, de ne rien écrire qui ne puisse se dire, et de ne pas formuler la règle d'accord en employant l'expression « l'emporte ». Vous êtes sûr que c'est 10 heures? Parce que je parle depuis 41 minutes, j'avais pas 1 heure pour parler. Non? Dans le programme? On a inclus aussi le temps de... Ok, c'est parce que ça... Non, ça va. Non. Ouais. Mais non, mais je veux pas. C'est parce que. Ouais, mais non. Anne, je te donne un quart d'heure. Non. Tu dis déjà. Ah, moi, ma vie est réussie. Bernard Cerchilini m'a donné un quart d'heure. Non. Donc voilà, ce décret du 13 octobre de 2021, on l'attendait depuis vraiment longtemps. Vraiment, notamment pour les institutions qui étaient visées. Enfin, moi, j'ai fait ma thèse à l'Université catholique de Louvain. Quand j'ai voulu avoir docteur sur la mention de mon diplôme, ça m'a été refusé. Et donc, j'ai eu beau dire, écoutez, il y a des guides de féminisation qui disent que le féminin, ça peut être sans E, mais ça peut être avec un E. Moi, je voudrais un E. On n'est pas soumis au décret. Et donc, c'était le décret de 93. On n'est pas soumis à ce décret. On est une institution d'enseignement. Le décret ne dit pas que les institutions d'enseignement, etc. Et donc, voilà. Donc, c'était quand même l'idée de ce décret de mieux dire quelles étaient les institutions visées. Et donc, il y a, maintenant, là, on liste les établissements d'enseignement, les opérateurs culturels, etc. Et le décret n'entend pas modifier les pratiques ordinaires des usagers. Deuxième, c'est quelles institutions et quelles pratiques sont visées, quel type d'actes de communication, etc. Et donc ça, c'est mieux défini aussi. Voilà. Alors, dans l'article premier, c'est la question de la féminisation lexicale à laquelle on ne dérange pas et on le redit. Il faudrait le dire à Hélène Carrère d'Ancos. Donc maintenant, elle est historienne et elle est autrice, mais elle est toujours le secrétaire perpétuel de l'Académie française. L'article 2, voilà, c'est celui peut-être qui nous intéresse plus dans ce cadre-ci. Donc, pour renvoyer à des ensembles qui comportent des hommes et des femmes, sont privilégiées les formules doubles, juxtaposant le masculin et le féminin, en ce compris sous la forme d'une incise, suivant un terme épicène de collectif, qui visibilise les femmes. Les termes épicènes, les collectifs et les formes passives qui neutralisent l'opposition de genre.
l'emploi de formules doubles abrégées réservées au contexte écrit où l'espace disponible impose une abréviation. Donc on demande de ne pas utiliser ces formes-là, sauf dans des tableaux, etc. J'ai pris les articles, mais il y a des motifs qui expliquent mieux ça. Et le recours pour des raisons d'économie, d'allègement ou de lisibilité à l'acception générique de la forme masculine est de préférence réservé à la désignation des ensembles mixtes lorsque le caractère mixte de ces ensembles est préalablement établi de manière claire par le contexte, le texte ou le discours. Donc, on ne supprime pas, n'interdit pas les utilisations du masculin dit générique. Alors, ça c'est pour les offres d'emploi. Il y a une directive européenne que la Belgique a suivie qui demande qu'on ajoute le X après les offres d'emploi. Donc depuis 1993, on disait que les offres d'emploi devaient être libellées dans les deux formes grammaticales, donc engageant boucher ou bouchère. Et on insistait vraiment pour dire qu'il ne fallait pas dire engageant boucher HF ou engageant boucher avec un E entre parenthèses, mais qu'il fallait libeller les deux formes en entier, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, à savoir la représentation de la carrière, de l'avenir professionnel des petites filles, comment on se construit, etc., que ces offres d'emploi, elles devaient être vraiment... voilà. Alors, ça, c'est le Forem. Et donc, le Forem, c'est un papier que j'ai reçu chez moi il n'y a pas très longtemps, qui propose à monsieur, mais ça, c'est encore secondaire, donc c'est l'office officiel de formation d'emploi, isoleur ou isoleuse en bâtiment. Ça, c'était vraiment ce qu'on demandait depuis 1993, que les mots soient écrits en entier. Et donc ça, c'est le site internet, et j'ai fait la capture d'écran hier. Et donc on a infirmier.e en chef, alors HFX, et infirmier, entre parenthèses, EHFX, et on voit que dans le premier, il y a l'accent sur le E, donc on a déjà l'infirmière qui est dans la morphologie du masculin, et dans le deuxième, au féminin, on n'aura pas l'accent. Et moi, je trouve quand même qu'on perd en visibilité des femmes, si c'était ça l'objectif, etc., avec ce type de formulation-là, plutôt que le dédoublement en entier qui était quand même plutôt bien pratiqué par le Forem. Alors aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est un nouveau guide de féminisation et une liste, il faut mettre à jour le dernier guide qu'on a fait en 2015. Alors les effets du décret, c'est un peu ce qu'on demande, là c'est un peu tôt pour le dire, de toute façon... La plupart des gens ne savent pas ce qu'est ce décret, sauf mon université, qui a envoyé le 6 septembre, donc le décret date quand même du 13 décembre, mais voilà, qui nous dit que selon le décret, le recours aux formules masculines pour désigner des ensembles de mixtes reste possible lorsque le dit caractère mixte est préalablement explicitement établi. Bon, tout ça, c'est question à interprétation. Moi, quand je dis mes étudiants, il me semble que tout le monde sait que j'ai des garçons et des filles, surtout dans des cours de linguistique, dans une fac de philo-lettres, mais ce qu'il faut voilà. Et on peut avoir un peu du temps pour refaire nos syllabus. Voilà. Alors, ce qui est quand même particulier, en tout cas pour la Belgique, avec cette question d'écriture inclusive, donc quand je dis l'écriture inclusive, j'enlève la féminisation lexicale qui était traitée depuis longtemps, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de guides qui ont été publiés. C'est un peu sur le modèle du Québec depuis très longtemps, où chaque institution fait son guide, chaque institution, chaque université, chaque département administratif, etc., qui sont souvent copiés les uns sur les autres. Et donc on a en 2022, on apprend par la presse qu'il y a un guide fédéral qui est publié. C'est quand même un peu étonnant donc moi je le sais parce qu'il y a une journaliste qui m'appelle pour me le dire, et quelqu'un comme Jean-Marie Klinkenberg, qui a quand même été pendant très longtemps président du Conseil de la langue, etc., l'apprend aussi par la presse. L'actuel président l'apprend aussi par la presse. Et donc, il y a quand même une espèce de constat d'échec de ce qu'est la politique linguistique. Je pense qu'en France, quand le guide, il y a eu un guide dont le nom m'échappe maintenant, la DGLFLF n'est pas au courant, et puis c'est une autre... ça va me revenir, Bernard. Et donc, voilà, je ne dis pas que chacun doit pas faire son guide, mais dans ce guide-là, on cite le guide inclure sans exclure, enfin voilà, on se dit, moi je vais être payé très 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 bien par Actiris, qui est une société, qui est l'institution bruxelloise comparable au Forum, pour refaire un guide qui va grosso modo redire ce que je dis là et pour lequel je l'ai fait gratuitement. Voilà. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a comme
quand même un petit business autour de ça, des gens qui sont payés pour faire des guides et pour... Alors, c'est aussi fait ce que je dis, pas ce que je fais quand même dans les guides ou dans ce qui est préconisé par les institutions. Par exemple, l'Université catholique de Louvain, où j'enseigne aussi, dit qu'il ne faut pas utiliser le poids des procédés abréviatifs. Les gens qui ont écrit ce guide, ils utilisent tout le temps des procédés abréviatifs. Caroline Désir, c'est la ministre de l'enseignement obligatoire. On est quelques jours avant le décret qu'elle va signer, qu'elle va promouvoir. Et voilà, les enseignants.e.s, les enseignants.e.s. C'est sa page Facebook. Depuis j'en ai plus trouvé, mais voilà, elle a attendu que le décret soit signé pour sans doute appliquer le décret. Alors ça j'adore, c'est à l'Université de Liège, donc qui fait son petit guide aussi sur le respect de l'égalité. Et qui écrit à Madame Stéphanie, voilà, qui est attachée principale au masculin. Et dans ce guide, on dit féminiser les noms de profession. Donc ça, c'est 2017. Voilà, donc ces contradictions qui sont quand même souvent là. Alors, je voudrais juste, et je finirai avec ça, le postulat, c'est que le masculin invisibilise toujours les femmes. Et donc que, puisqu'il invisibilise, on ne peut pas l'utiliser pour des ensembles mixtes. Et le masculin singulier ne peut aussi renvoyer qu'à un homme. Alors, je ne pense pas, je suis sûre qu'il y a un fonctionnement très différent entre le pluriel et le singulier, où le pluriel renvoie plus souvent à des ensembles mixtes que le singulier. Dans l'utilisation des gens, enfin, que les gens font quand ils veulent renvoyer, leur utilisation du générique, les gens, quand ils parlent de manière spontanée, est beaucoup plus fréquente au pluriel qu'au singulier. J'ai étudié 6 heures de parole spontanée avec Sonia Branca, 3 heures à Paris, 3 heures à Bruxelles, où on s'intéressait à cette question-là et on a relevé systématiquement les utilisations du masculin chez des locuteurs qui parlent de leur vie, de leur quartier, de leur famille. Et il y a peu d'utilisation au singulier d'un masculin générique. Donc quand on utilise le singulier, c'est des utilisations qui sont spécifiques. Si je dis le boucher, c'est parce que c'est un homme. Tandis que quand je dis mes voisins, je ne sais pas, ça va pas, voilà. Donc dans les utilisations qu'on fait, mais ça ne veut pas dire que si on avait étudié des textes de loi, très clairement dans les textes de loi, on a plein de masculins singuliers qui est générique. Quand on dit le juge prendra la décision qui sera irrévocable, c'est le juge, qui que ce soit, et c'est un générique masculin, c'est un emploi aussi. Donc, en tout cas, le postulat d'écriture inclusive, c'est qu'il n'y a pas de masculin, enfin, qu'il ne faut pas. Et donc, je voudrais terminer en prenant un peu de recul sur de quoi dépend l'interprétation. Et voilà, les bagagistes d'Orly sont en grève. C'est un exemple forgé, mais attesté. Les gardes du corps font un métier dangereux. Les contribuables belges payent de lourdes taxes, c'est aussi forgé mais attesté. Et les jeunes manifestent pour le climat. Les pédicures ont suivi une formation de 6 mois, les gardes malades ont des horaires difficiles. Et donc là, notre interprétation, pour des termes qui ne sont pas genrés, qui sont épicènes, et on n'a aucun déterminant qui nous permet de dire si c'est du masculin ou du féminin. Alors j'ai déjà fait des petits paquets, etc., mais on n'a plus le temps vraiment d'en discuter, mais il me semble que des bagagistes, des gardes du corps, des sidérurgistes, ça va activer une représentation d'hommes, là où des pédicures ou des manucures, ça va activer une représentation de femmes, et des contribuables et des jeunes, on sait que c'est des hommes et des femmes. Et pourtant, là, on a des formes qui ne sont pas genrées. Donc ce n'est pas le masculin qui va activer telle ou telle représentation, c'est aussi notre connaissance du monde et notre connaissance des catégories socio-professionnelles. On peut appeler ça aussi des stéréotypes, mais ils ne sont pas basés sur rien. Moi, je n'ai jamais vu des bagagistes dans tous les reportages télé où il y avait une seule femme. Donc c'est assez normal que je me représente le terme bagagiste comme activant une représentation d'homme. Et donc voilà, ici on dit les Marseillais contre le reste du monde. J'espère que vous ne connaissez pas cette émission. Mais voilà, l'illustration, elle ne peut pas nous faire penser qu'on parle que d'hommes. Ou ce titre dans du journal Le Soir, combien peut gagner un chef étoilé? Quand on a une femme parmi l'illustration, on ne peut pas considérer que ce masculin, il exclut les femmes, si vous voulez. Et donc la langue, elle est utilisée en contexte, en cotexte, c'est le texte de la phrase, etc. Et on a des connaissances du monde. Et on a des connaissances qui sont partagées aussi par les interlocuteurs. Et puis, il y a des moments historiques. Ce que j'appelle moments historiques, c'est que parler de ministre aujourd'hui, c'est pas parler de ministre il y a 50 ans.
les choses évoluent. Et donc tous les noms qui sont associés à des humains n'activent assurément pas les mêmes représentations, qu'ils soient au masculin, mais qu'ils soient genrés aussi. Voilà l'exemple tout à l'heure donné avec le chirurgien là, qui fait une opération. Ben, on fait ce test en anglais où le terme n'est pas genré et ça active aussi une représentation d'homme. Donc c'est indépendamment aussi du fait que c'est du masculin qui est utilisé. Et donc maçon, si je dis les maçons, c'est pas la même chose que de dire les enseignants dans la représentation qu'il y a derrière ces termes. Alors, on peut se demander aussi en quoi c'est pertinent, informatif, nécessaire, constamment, de devoir mentionner le genre ou le sexe des humains dans les discours, si vous voulez. La question au début de la féminisation lexicale, elle s'est vraiment posée parce qu'il y avait un enjeu social pour la promotion sociale des femmes, l'accès à toutes les professions, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu quand je vous dis « mes voisins viennent nourrir mon chat », en fait, on s'en fout l'essentiel, c'est que mon chat soit nourri. Alors, est-ce que mes voisins, c'est des hommes? Et en l'occurrence, oui, c'est des homos. Mais qu'est-ce que ça n'a pas d'importance, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il faut préciser chaque fois? Donc, c'est aussi une question pertinente à poser, parce que la langue, elle est utilisée en contexte. Quand je dis les riverains se plaignent des nuisances de l'aéroport, est-ce que les femmes ont une moins bonne ouïe, sont moins gênées? Enfin voilà, c'est tout quand même. Non, mais c'est cette question-là. Et donc, il nous semble, et c'est ce qu'on préconise dans ce guide, qu'il faut avoir une position juste, un juste milieu entre l'Académie française qui a soutenu mordicus pendant longtemps que le masculin était générique et que c'est uniquement, donc que comme le masculin générique, je peux dire je suis le secrétaire perpétuel, c'est pas moi, c'est ma fonction, tout ça. Et les partisans qui préconisent de mettre du tout à l'inclusif où le masculin ne serait jamais générique. Quand je dis mes étudiants, il faut quand même être de très mauvaise foi pour se dire que je ne parle que des garçons. Quand je dis j'ai prévenu les étudiants que je serais en retard, je veux dire, il y a 5 ans, personne n'aurait pensé que les filles n'allaient pas être prévenues, si vous voulez. Mais enfin, voilà. Donc, avoir un juste milieu dans l'utilisation qu'on fait, et donc mentionner explicitement la présence des femmes, mais aussi des hommes, quand il y a un enjeu social, quand on risque que l'interprétation ne soit pas la bonne, etc., et de ne pas être compris. Alors voilà. Donc, l'idée, elle est assurément généreuse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas visibiliser les femmes, que voilà. Il y a eu pas très longtemps un député polonais, un député européen qui trouve que c'est normal qu'elles n'aient pas le même salaire, etc. Mais voilà, a priori, c'est quand même pas le discours qu'on a aujourd'hui. Il y a cette question qui est intéressante pour plein de gens de réappropriation de la langue avec la question de l'écriture inclusive. Mais ça éloigne assurément davantage l'écrit du fonctionnement de l'oral. Dans les pratiques spontanées, quotidiennes, c'est compliqué de dédoubler. Il faut vraiment porter une attention particulière à la manière dont on parle. Ça complique assurément la rédaction des textes. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « j'ai suivi une formation, mais ben, moi, je n'ai pas une demi-semaine à passer à retravailler mon texte pour qu'il soit écrit soit de manière épicène, soit contourné, etc. » Les procédés abréviatifs, on n'enlèvera pas de l'idée de plein de gens que ça complique la lecture. Alors ça la complique peut-être pas pour des gens qui lisent tous les jours, qui sont des professionnels, qui font des études, mais c'est pas la majorité des lecteurs. Et je vous dis, au Conseil de la langue, on a vraiment... on est soucieux, en fait, d'une langue appropriable et partagée, accessible à tous, avec des documents que les gens comprennent. Parce que c'est une chose de décoder un texte, c'est pas la même chose après d'avoir compris ce qu'on a lu. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est pas facile, la lecture et la comprendre ce qu'on lit. Alors, pour le moment, il n'y a pas de normes, et certains disent qu'il y a une joyeuse anarchie, sauf que l'écrit, ça reste évalué à l'école, dans le cadre scolaire. Et c'est surtout, j'ai beaucoup d'illustrations qui pourraient montrer ça, c'est très générateur d'insécurité linguistique, même chez des gens très lettrés. J'étais à une conférence il y a 15 jours à Montréal, et il y a beaucoup de gens qui font de l'écriture inclusive et qui mettent ça, franchement, ça ne va pas, enfin, ça va pas, ça crée des erreurs. Mais voilà. Alors, il y a cette question vraiment sur laquelle on est soucieux, c'est la question de la visibilité des femmes. Et donc, on pense qu'il faut le faire, mais réserver
son effort là où il y a des enjeux, parce qu'il y a un autre enjeu qui est très démocratique aussi, qui est celui de la lisibilité des textes. Et donc on ne peut pas plaider pour une réforme qui consisterait à plus accorder le participe passé avec avoir, et compliquer ce qu'est le français écrit en mettant des points E au participe passé. Enfin, c'est contraire, si vous voulez, à une forme d'appropriabilité de la langue pour laquelle la plupart des instances sont favorables. Voilà, je vous remercie.